Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, certains disent aujourd'hui que même si on est toujours dans une démocratie représentative et qu'on peut choisir son prochain président de la République, lui-même serait condamné de toute façon à faire la même politique économique que ses prédécesseurs, parce qu'en étant dans la zone euro, on a abandonné la possibilité d'avoir une politique économique autonome. Et que, au fond, si aujourd'hui, Emmanuel Macron, hier, François Hollande ou avant Nicolas Sarkozy ont fait, semble-t-il, la même politique. En tout cas, c'est l'impression qu'en ont les Français, à base de réduction des services publics et de flexibilisation du marché du travail. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Ils ont le choix sur va-t-on hausser les impôts ou pas. Vous n'êtes pas d'accord sur cette vision ? Si, sur le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Ils font la même politique parce qu'ils se soumettent à la même politique. Ils considèrent que les traités européens sont indépassables, que Mme Merkel incarne la raison. Tous ont dit « j'irai renégocier les traités ». Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas parvenus. L'histoire, non, ils ne l'ont pas fait du tout. Ils n'ont même pas essayé. Vous n'avez pas trace dans l'histoire d'un seul instant où un de ces trois présidents que vous venez de nommer ait dit « écoutez, ça ne peut plus aller comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche ». Maintenant, il serait fondé à dire, écoutez, non seulement ça ne marche pas, mais quand on demande aux gens ce qu'ils en pensent, ils s'en vont voir le Brexit. Donc, ils se sont soumis, mais il faut quand même aussi dire pourquoi. C'est parce qu'ils représentent les classes sociales intéressées à ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce que ces traités instituent ? Une monnaie qui ne peut pas bouger, donc qui garantit la valeur de la rente. C'est ça que ça garantit. Et c'est le cœur d'électorat de Mme Merkel. Et de l'autre côté, une politique de réduction de la surface de l'État social et du service public, de manière à confier au marché et donc à l'accumulation le moyen de payer ses rentes par capitalisation. Monsieur Tadei, ces choses sont d'une simplicité absolue. Alors après, intervient un facteur dans l'histoire auquel vous devriez être sensible, après la question que vous m'avez posée il y a un instant. Ce facteur, c'est le facteur humain. Qu'est-ce que les gens ont dans le ventre ? Parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec les traités européens. Le Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Je le dis par matière de plaisanterie, mais c'est un épisode dans l'histoire, ça passera. On passera à autre chose le moment où il y aura des autorités politiques capables de dire non. Moi, je me sens capable de ça. Je l'ai dit à d'autres qui ne s'en sont pas sentis capables, comme Alexis Tsipras. Je me sens capable de le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes une nation puissante. Et puis parce que je n'ai aucun intérêt aux intérêts qui sont servis par ces traités. C'est pas ma classe sociale, c'est pas... Je n'y ai aucune attache. Par contre, pour moi, c'est très, 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 très important de développer l'investissement public, de passer à la planification écologique, de répartir la richesse pour qu'on cesse avec l'indigne pauvreté que l'on constate en Allemagne ou en France. Bon, Monsieur Tadei, il faut admettre que l'histoire est faite par les êtres humains et qu'il y en a qui n'ont rien dans le ventre et d'autres si. Ou bien il y en a qui sont attachés à une cause et d'autres à d'autres. Ce que je leur reproche, c'est de mentir. Monsieur Hollande n'a jamais eu l'intention de combattre la finance ni de renégocier les traités. Il a pourtant dit le contraire. Mais il l'a dit, formellement, vous avez raison, mais il n'a rien fait. Monsieur Sarkozy a fait les gros yeux à Mme Merkel, mais enfin, ils avaient en commun d'être tous les deux de la même politique et de la même droite. Quant à monsieur Macron, il a fait toutes les sottises possibles, l'une derrière l'autre, qui ont suffi à faire comprendre à nos partenaires, on va mettre des guillemets, qu'ils n'étaient pas sérieux. Parce qu'il acceptait toutes sortes de choses qui sont inacceptables. Il les a acceptées en cours de route et il a cédé devant Mme Merkel. Mme Merkel, c'est une femme extrêmement pragmatique. Elle applique sa politique, point. Celle qui convient à la majorité, qui est la sienne, politique, en Allemagne, à la majorité sociale. Alors, des grosses rentes, et pour ça, il faut qu'il y ait de l'accumulation et beaucoup de dividendes. Donc ces gens préfèrent voir les routes déglinguer, les ponts s'effondrer, n'avoir aucun service public, mais du moment que ça garantit les revenus de cette petite catégorie sociale de rentiers gris, et amers qui sont là. Alors c'est un pays où il y a de moins en moins d'enfants, où il y a moins en moins de joie de vivre, où il y a de plus en plus de pauvres, mais ils sont contents sur leur tas d'argent. Ce sont des comportements névrotiques, parce que si vous regardez un État comme la Bavière ou d'autres, l'État dans lequel sont les infrastructures publiques de ce pays, l'argent qui s'accumule, on refuse de le dépenser. Ils refusent, ils vous le disent. Ils le disent dans les interviews, ils disent « non, et puis de toute façon, c'est pas efficace, parce qu'il faut du temps pour que ça s'applique. » Enfin, ces gens sont incroyables. Alors, voilà, c'est un temps de l'histoire. Il faudra tourner la page, on le sait tous. Ceux qui ne le savent pas sont en train de l'apprendre. Ils voient quelque chose qui va vous paraître éloigné. Un incendie en Australie. Personne ne sait l'arrêter. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'eau, mais on l'a vendu. Au fonds de pension, il y avait des pompiers, mais on a diminué leur nombre parce qu'il ne faut pas que l'État soit important. Alors, c'est pas le capital qui a allumé le feu ? Ah ben si, parce que la température monte du fait du productivisme. Bon, par conséquent, les gens, vous avez compris, si vous voulez cette politique, voilà ce que ça donne.
et ça donnera jamais rien d'autre. De même, moi qui suis élu de Marseille, je peux vous dire, il tombe de l'eau comme il n'en est jamais tombé. Pourquoi? Parce que la Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers. Donc, évaporation, précipitation sur une nature imperméabilisée par les constructions et par une nature physique, c'est pas l'Écosse, quoi. Hein. Le Grand Sud-Est, il n'y a pas la verdure, la capacité pour la Terre d'éponger. Donc, la première fois, les égouts explosent, tout se détruit et tout le monde court pour réparer. La deuxième fois, on fait ce qu'on peut, on nettoie ce qu'on peut. Puis la troisième fois, chacun se débrouille. Et on vous dit, responsabilisez-vous, achetez-vous une citerne, achetez-vous un groupe électrogène, monsieur Tadei. Qu'est-ce que vous venez de nous saouler à vouloir à tout prix l'électricité? Et puis si vous n'êtes pas capable de faire des économies, prenez-vous-en à vous. Alors si vous êtes la pauvre personne qui n'en a pas les moyens, eh bien cette société vous dit, tu peux crever. Jean-Luc Mélenchon, jusqu'où vous... Alors vous répétez souvent que l'Europe est une prison. Oui. Mais le Brexit n'est-il pas le contre-exemple, la preuve qu'on peut sortir de l'Union européenne si les peuples le souhaitent? Enfin, ça a mis 3 ans quand même. Hein. Je veux dire, derrière ce mépris de la démocratie, on a quand même ressenti un véritable mépris des peuples de la part des dirigeants de l'Union européenne. Ils se sont à peine cachés d'ailleurs qu'ils voulaient rendre le divorce le plus difficile possible. Moyennant quoi, c'est sûrement la Grande-Bretagne qui s'en tirera le mieux et l'Union européenne qui aura à subir le plus de conséquences de cette sortie. Mais est-ce que l'Union européenne se remet en question? C'est ça véritablement l'interrogation. Ils ne se remettent jamais en question. D'ailleurs, Emmanuel Macron est très révélateur de ça. Il a fait un discours au moment du Brexit en expliquant que l'Union européenne n'avait rien à se reprocher et que, en gros, les Britanniques étaient sortis parce qu'ils avaient été victimes de mensonges, de manipulations, etc. C'est drôle comme ça de refuser de voir la vérité en face. C'est assez problématique pour un dirigeant. Je reviens juste sur la question de la politique commerciale que vous avez évoquée rapidement. Vous savez, Donald Trump menace l'Union européenne de sanctions, de représailles commerciales si on ne négocie pas un accord plus avenant et plus intéressant pour les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on n'est pas quand même finalement plus fort face à Donald Trump quand on est nombreux et pas quand on est tout seul? Mais d'abord, encore une fois, le choix n'est pas entre l'Union européenne et être tout seul. Il y a des tas de manières. Si. Non, je suis désolée. La politique commerciale européenne, elle est bien sûr européenne. que non, monsieur. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, parce qu'on nous a imposé de transférer notre politique commerciale à l'Union européenne. Mais rien n'empêche un groupe de pays, un groupe de nations qui ne sont pas enserrées dans une prison telle que l'Union européenne, de se mettre d'accord pour pouvoir peser face à une nation qui serait plus grosse. Mais surtout, fondamentalement, l'Union européenne se trompe. Elle est toujours dans l'ultralibéralisme, elle est toujours dans le libre-échange quand le monde entier est en train de rompre avec ce modèle économique. Je l'avais dit, moi ça fait des années que je dis que les Américains vont revenir au protectionnisme, que la Chine fait du protectionnisme, que l'Inde fait du protectionnisme. Et nous, on est toujours avec notre accord de libre-échange, cette gigantesque passoire qu'on a construite. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que oui, il va falloir négocier effectivement et peut-être faire également, nous aussi, une forme de protection économique de nos propres pays, ce qui n'a pas été le cas de l'Union européenne depuis des années. Alors il est question justement, la nouvelle Commission européenne parle d'instaurer une taxe aux frontières extérieures. Vous savez, ce vieux machin dont on parle depuis 20 ans et qui, enfin, est peut-être sur la table des négociations. Dites-moi, c'est la lepénisation des esprits, ça. C'est merveilleux, moi je m'en réjouis. Peut-être la francisation, c'est un vieux projet français, défendu par Chirac à l'époque, défendu par Sarkozy. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donald Trump, c'est normal qu'il fasse pression sur l'Europe, qu'il nous impose des sanctions? Donald Trump défend ses intérêts, c'est normal? Oui, bien sûr. Alors réponse, oui, c'est normal. Nos intérêts à nous? Qui les défend? L'Union européenne, la France, l'Allemagne, les grands États membres. L'Union européenne défend nos intérêts commerciaux? Ah, ça m'avait totalement échappé. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'Union européenne a ouvert l'intégralité des frontières de l'Europe à des importations massives de production qui ont détruit un à un nos secteurs économiques. On importe de contrepartie. Oui, bien sûr. Bien sûr, les marchés internationaux sont ouverts aux produits européens. On vend des avions avec marqué chômage dessus. C'est génial, franchement. Et en plus, ils arrivent à refabriquer les mêmes à très bas coût parce qu'on a transféré notre technologie en même temps. Non. Alors revenons à la question de votre plateforme, de votre projet, l'Europe des nations. Comment vous voulez la mettre en place en remettant tout en question, la Commission européenne, le Parlement européen? Vous le savez bien, pour remettre en question cette organisation, il faudra l'aval de tous les États membres. Oui, nous voulons que la Commission devienne un secrétariat technique du Conseil. Nous considérons qu'en réalité, les seuls qui sont légitimes, ce sont ceux qui sont au Conseil. Mais le Conseil n'est coloré qu'en fonction des élections qui, évidemment, vont voir émerger des gens qui, de plus en plus, défendent des propositions qui sont proches des nôtres. Pour changer ces institutions, il faut
un accord unanime des États membres. Vous me dites, Monsieur Salvini sera peut-être un jour Premier ministre, vous serez présidente de la France, très bien. Mais ça fait que 2 États. Mais écoutez, vous plaisantez. 2 grands États. Vous voulez qu'on parle de la Hongrie, vous voulez qu'on parle de la Pologne. Vous pensez que la Pologne veut quitter l'Union européenne? Vous pensez qu'elle veut quitter la PAC, qu'elle ne veut plus compter sur l'argent de la politique de cohésion? Mais je pense qu'elle veut une autre organisation européenne. Monsieur, c'est pas l'Union européenne ou la mort. C'est pas ça. Parce que ça, c'est la dictature. Donc oui, bien sûr qu'on peut à tout moment remodifier, remodeler une organisation qui soit encore une fois plus respectueuse. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, et ça je peux vous l'affirmer, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, c'est une Union européenne qui avance sans les peuples ou, voire depuis un certain nombre d'années, contre les peuples. Ça ne marche pas, ça entraîne le Brexit. Donc je reviens au Frexit. Si d'aventure vous n'obtenez pas gain de cause, vous n'arrivez pas à convaincre vos partenaires européens, si vous êtes présidente, qu'est-ce qu'on fait? Vous revenez en France, vous proposez un référendum et on quitte l'Union européenne? Je suis absolument convaincue que nous y arrivons. J'en suis absolument convaincue. Et je vais vous dire, je ne suis pas sûre que le premier pays qui parte de l'Union européenne, si elle ne se réforme pas, ne soit pas l'Allemagne. Vous voyez, on en reparlera. Alors c'est un pays où il y a de moins en moins d'enfants, où il y a moins en moins de joie de vivre, où il y a de plus en plus de pauvres, mais ils sont contents sur leur tas d'argent. Ce sont des comportements névrotiques. En remettant tout en question, la Commission européenne, le Parlement européen, vous le savez bien, pour remettre en question cette organisation, il faudra l'aval de tous les États membres. On passera à autre chose le moment où il y aura des autorités politiques capables de dire non. Moi, je me sens capable de ça. Je suis absolument convaincue que nous y arrivons. J'en suis absolument convaincue. Et je vais vous dire... Ces choses sont d'une simplicité absolue. C'est quand les gens, vous avez compris, si vous voulez cette politique, voilà ce que ça donne. Et ça donnera jamais rien d'autre. C'est votre principal handicap dans votre vie politique, cette question, ce regard sur l'histoire, sur l'héritage. C'est ça qu'on vous reproche souvent. Non, mais moi, je n'ai pas du tout vu ce tombereau, comme vous dites. Moi, j'ai vu un certain nombre de personnes qui se sont réjouies et qui même ont condamné ceux qui polémiquaient à raison du tweet que j'avais pu publier. J'ai vu notamment un long texte de William Goldnadel. Hein. Il y a aussi là une triste spécificité française. C'est le pays démocratique où on a tué, assassiné, massacré, torturé des juifs parce qu'ils étaient juifs. Ouais. Nulle part ailleurs, ça s'est passé comme ça. Qui accuse Mme Buzyn, la ministre, de chercher à instrumentaliser cet épouvantable génocide. Donc moi, je suis extrêmement tranquille. En revanche, je pense qu'Emmanuel Macron, qui lui a comparé la Shoah et la guerre d'Algérie, devrait aller plus avant dans ses explications. Je pense que M. Macron, qui en Israël a déclaré que nul n'a le droit de convoquer ses morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines, nous explique à quoi exactement il faisait allusion, à qui était adressée cette phrase. Est-ce que c'était à Israël? Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il en est, lui, sur ce sujet-là. Il faut faire le mal est maintenant très important. Il fait partie de la spécificité française. On s'est habitué à ça. Unité collective. C'est bien les choses, nous sommes tous